plongeons-nous dans un week-end très chaud de l'été 1986 à Silver Spring dans le Maryland aux États-Unis. Michel Dore, âgé de 6 ans, demande à son père d'aller se baigner dans leur petite piscine gonflable située dans le jardin. Carl Dore, son père, accepte en vue des fortes chaleurs. Il remplit la piscine d'eau fraîche et barbote avec sa fille les pieds dans l'eau pendant plusieurs minutes. Il l'abandonne ensuite quelques instants pour aller préparer le petit déjeuner. En revenant voir sa fille dans la piscine, elle n'est plus là. Il se dit alors que Michel est parti sans le prévenir chez le voisin pour jouer avec sa copine. Mais il va rapidement se rendre compte que sa petite fille chérie a disparu. Et il est loin de se douter du calvaire qu'elle est en train de vivre. Bonjour à tous, avant que cette vidéo commence, je souhaitais juste vous faire un petit disclaimer. Je vous conseille vivement de mettre des écouteurs ou un casque pour avoir la meilleure immersion possible. Je passe énormément de temps dans le travail de mes vidéos en termes d'illustration et j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à liker et vous abonner si le contenu vous plaît, je vous en remercie. Bon visionnage. Tout commence avec cette petite fille, Michel Dore. C'est une fillette de 6 ans décrite comme très attachante. Elle était calme et aimante envers ses deux parents. C'était en réalité une fille assez classique, elle aimait jouer avec ses copains et ses copines à l'école et elle avait de très bonnes notes. Cependant, l'année de ses 5 ans avait été assez difficile car ses parents ont peu à peu démarré une procédure de divorce et les deux tourtereaux passèrent rapidement d'un amour passionnel à une haine ardue. Lors de leur procédure de divorce, Carl reçut une lettre l'accusant de sévices sexuels envers sa propre fille. Sa mère, prénommée Didi, demandait la garde exclusive de sa fille. Une inattention fatale. Il est aux alentours de midi quand Carl va préparer un sandwich avec des œufs brouillés à sa fille pour le déjeuner. Juste avant de se rendre dans la maison pour préparer le repas, Michel lui montre à quel point elle est forte pour souffler des bulles dans l'eau. Carl la félicite et lui dit de ne pas bouger avant qu'il revienne dans quelques petites minutes. Michel avait l'air très bien à barboter dans l'eau. Elle avait un large sourire et était ravie d'être chez son père, d'autant plus que ce jour-là, il faisait de très fortes chaleurs. Sa mère ne disposait pas de piscine contrairement à son père, qui avait en plus de ça un tuyau d'eau très fraîche. Il y avait des pistolets à eau et un tas d'autres jouets. Elle était dans moins d'1 mètre d'eau avec son petit bob à chahuter. Mais à son retour, soit environ 5 minutes plus tard, Michel avait disparu. Il regarda un petit peu partout dans le jardin, mais aucune trace de sa fille. Il rentra dans la maison pour vérifier si elle n'était pas partie aux toilettes ou dans sa chambre sans qu'il ne l'entende, mais rien. Il commença donc à un petit peu paniquer. Il se rendit donc chez les Clark et l'un de ses voisins qui avait eux aussi une enfant de 6 ans. Il demanda si Michel était venu chez eux pour jouer avec sa fille. Et le père de Elizabeth, stupéfait, lui dit que non. Mais Carl, pris de panique, demanda confirmation à Elizabeth car sur le coup, il ne le croyait pas. Elle lui répondit aussi que non et en une fraction de seconde, il comprit qu'il y avait un problème. Sa fille n'était jamais sortie de la maison autre que pour se rendre chez les Clark et encore moins sans demander la permission de son père. Ce n'était pas une fugueuse et d'autant plus qu'elle était assez timide aux yeux des inconnus. Elle n'aurait donc jamais osé sortir de chez elle sans son père. Immédiatement, il courut chez lui et contacta le commissariat de la ville. Début des recherches. Au début, la police contacta d'abord la mère de Michel. Directement, sa mère accusa Carl sans aucune hésitation. Car en effet, il avait déjà menacé la sécurité de son enfant quand ils étaient en dispute. Et pour elle, il n'y avait aucun doute que Carl y était pour quelque chose. Ce fut alors pour elle une longue descente aux enfers. En effet, de base, elle ne voulait pas laisser sa prunelle des yeux Michel chez son père. Et tout d'un coup, elle apprend qu'elle a disparu. Ils étaient tous deux dans des procédures épouvantables de divorce et se détestaient au plus haut point. C'est pour cela qu'elle pensait que Carl s'en était prise à la seule chose qui les relie encore. Pendant les jours qui suivent cette disparition, des affiches sont placées dans la ville et des photos de la malheureuse petite Michel ont été placardées aux 4 coins de l'état du Maryland. Et la police, n'ayant que très peu de contexte et d'indices, plaça donc Carl en tant que suspect numéro 1. Des aveux choquants. Un interrogatoire de plusieurs heures commence.
L'enquêteur désigné chargé de cette affaire commence alors avec un test assez réputé. Le fameux détecteur de mensonges. Une série de questions très précises et minutieuses commence alors. Il met de plus en plus de pression sur Carl, car beaucoup de preuves indiquent qu'il pourrait être en relation avec cette disparition troublante. Et après une série d'échecs, le verdict tombe. Carl a échoué au détecteur de mensonges. L'enquêteur lui hurle alors dessus en lui disant qu'il était coupable et qu'il devait avouer sur le champ. Il n'aura fallu à Carl que quelques jours sous une pression colossale pour avouer aux enquêteurs le meurtre de sa petite fille, Michelle. Il déclara à 3 reprises de suite où il avait caché la dépouille du corps. Dans son vide sanitaire en dessous de sa maison, mais aussi et surtout dans la tombe de son père se trouvant à Washington. C'était donc une avancée énorme pour les enquêteurs. Il ne leur restait plus que donc à trouver la dépouille de la petite fille. Mais après une investigation dans le vide sanitaire et dans le cimetière de son père, aucun corps ni aucune trace de la fillette ne sera retrouvé. Une pression paranoïaque. Mais en vérité, Carl avait subi une telle pression qu'il en était devenu complètement fou. Il était tellement horrifié et dans une totale incompréhension qu'il avait malgré lui tenté de trouver un coupable. Et vu que tous les soupçons étaient tournés vers lui, il n'avait que d'autre choix de s'accuser. Mais il reprit rapidement ses esprits et demanda un nouvel examen au détecteur de mensonges. Et miracle, lors du second examen, il répondit à toutes les questions sans faille. L'enquêteur commença peu à peu à écarter Carl de cette disparition. Il commence donc à chercher de nouveaux suspects, mais rien. Ils n'ont pour l'instant aucune piste et aucun indice permettant d'avancer. Commence alors une bataille à contre-courant. Carl reste le seul suspect de cette affaire, mais les enquêteurs n'ont pour l'instant aucune charge contre lui. Les mois passent et les années passent. L'affaire n'est plus médiatisée et les enquêteurs perdent peu à peu espoir. La résolution de cette affaire s'avère de plus en plus inespérée. 6 ans plus tard. Un élément déclencheur va relancer cette affaire de plus belle 6 ans plus tard. Cet élément n'est pourtant pas directement lié à l'histoire de la petite Michelle. C'est l'histoire d'une jeune étudiante de Harvard, Laura Oethning. Elle vivait à quelques kilomètres de chez Carl et Michelle. Elle a été tuée en totale discrétion chez elle d'une dizaine de coups de couteau. Ses parents dormaient. Son ravisseur n'avait laissé que très peu d'indices sur la scène de crime. Il avait nettoyé la chambre de fond en comble, comme si ne s'était rien passé. Les parents de la victime, en rentrant dans la chambre sur le coup, n'ont même pas vu un petit indice. Ils pensaient simplement que leur fille avait fugué. Mais en réalité, elle s'était fait massacrer dans son lit. La police avait réussi à retomber sur ses traces suite à une minuscule erreur. Il avait laissé sur la broche de cheveux de Laura une mèche provenant d'une perruque. Et c'est là où un personnage nous intéresse, Adon Clark. Adon Clark était le jardinier de la famille et c'était un travesti connu dans le quartier. Il sera donc condamné pour le meurtre de Laura Oethning. Les enquêteurs font le lien rapidement. La petite Michelle avait été vue dans la maison de Adon Clark. Il faudra 6 ans pour que ce témoignage jaillisse de nulle part. Car au moment des faits, il était dans la maison de son frère seul, à quelques mètres seulement de chez Carl. Il était en train de boucler ses valises car son frère venait de le virer de chez lui, estimant que le comportement de Clark était extrêmement malsain à l'égard de ses enfants. Suite à toutes ces allégations, Clark subit une nouvelle fois un interrogatoire par les enquêteurs. Au moment où il commence à parler du cas de la petite Michelle, l'homme perdit tous ses moyens. Il commença à trembler et ne voulait plus répondre aux questions des enquêteurs. Et ce comportement les a littéralement affolés. Mais pour l'instant, il n'avait aucune preuve que l'homme était le potentiel tueur de la petite Michelle. Car en effet, on est actuellement 6 ans après les faits. On ne parle donc plus de disparition ni de séquestration, mais bel et bien de meurtre. Une aide inattendue. Un rebondissement complètement inattendu relança l'enquête. Un ancien codétenu de Clark avait réussi à se lier d'amitié avec lui. Il voulait sincèrement comprendre et savoir qui avait tué la petite fille. Et il savait qu'en se rapprochant de lui, il pourrait le faire parler. C'est donc pendant plusieurs semaines, peu à peu, qu'il gagnera la confiance de Adon Clark.
il témoigne. Je voulais juste avoir la vérité. Je me suis beaucoup rapproché de lui car je me suis dit que c'était la meilleure solution pour en savoir un petit peu plus. Je lui ai parlé à de très nombreuses reprises et un jour, alors que nous étions en train de manger, il a commencé à me parler de Michel. Il a dit que c'était une fille très mignonne et je voyais que ça le faisait souffrir. Je lui ai donc par la suite posé la question de pourquoi il avait fait ça. Et il m'a ensuite dit la phrase « Je ne voulais pas le faire ». À ce moment-là, je n'ai même pas été étonné. Il savait ce qui se disait à son sujet et il savait aussi qu'il venait de m'avouer son meurtre. Son codétenu va donc directement et discrètement en faire part aux gardiens de la prison. Il va leur dire que Clark a tué la petite fille au premier étage de la maison de son frère. Et pour l'instant, malheureusement, la police n'a pas encore assez de preuves. Cela fait maintenant 6 ans que l'affaire s'est peu à peu stoppée. Les chances de retrouver des traces de la petite Michel sont donc de plus en plus minces. Reprendre l'affaire à zéro. Et oui, cette étape est très cruciale car ils pourront gagner énormément de temps comme en perdre énormément. Et heureusement, cette solution va marcher. Ils en reviennent rapidement à la conclusion qu'au moment du meurtre de la jeune fille, Adam Clark avait nettoyé la scène de crime avec une attention méticuleuse. Mais s'il n'était pas retombé sur la perruque trouvée sur la brosse à cheveux, il ne serait jamais retombé sur Adam Clark. Une aiguille dans une botte de foin. La police scientifique décide de retourner à l'ancienne maison où a été vue pour la dernière fois la petite Michel pour analyser au peigne fin celle-ci. Malheureusement, toute la chambre avait été refaite, sauf le parquet. Mais encore une fois, la rénovation de cette chambre ne facilitera pas le travail des chercheurs. Le sol avait été poncé et lavé au polyuréthane plus d'une fois, ce qui avait potentiellement dû effacer toute trace de sang. Mais à l'aide d'un produit, ils réussirent à découvrir entre les lames du parquet des traces de sang très fines. Ils ont démonté les lames de parquet pour les analyser au laboratoire. Après plusieurs heures, ils réussirent enfin à découvrir de l'ADN. Ce sont celles de la petite Michel. La reconstitution. Ils vont donc, suite à tous ces témoignages et les traces de sang, pouvoir déterminer le déroulement des faits. Carl Dor, cette fois-ci, sera éloigné de toute suspicion. D'après les procureurs, après que Carl Dor soit rentré pour préparer le repas, Michel est sorti de la piscine pour aller rejoindre son amie Elisabeth chez elle. Cependant, Michel ignore un détail très important. Ses voisins ne sont pas là, car le père d'Elisabeth avait ordonné à son frère de faire ses valises et de quitter les lieux. Il lui avait laissé un jour et avec sa famille était parti à l'hôtel. Et par malchance, quand Michel toque à la porte, Adam Clark est toujours sur les lieux. Il a donc ouvert la porte à la jeune fille et l'a amenée dans la chambre d'Elisabeth pour la tuer. Elle a vécu un véritable calvaire et d'après des sources plus ou moins sûres, il aurait pris un plaisir sadique à faire durer son exécution. Il souhaitait simplement soulager son énervement et pour cela, il a massacré une enfant de 6 ans. Une fois l'horreur terminée, il nettoiera la scène de crime comme à son habitude, avec une précision de chirurgien. Il transporte ensuite le cadavre de la pauvre petite dans un grand sac de voyage et s'en va avec sa voiture. Le père de Michel témoigne. Je suis sûr qu'il n'éprouve pas le moindre remords. Pour moi, il ne mérite pas d'être en vie. Je ne le considère pas comme un être humain. Je n'ai rien à lui dire. Je ne veux pas de ses excuses. Je ne veux rien de lui. Adam Clark est reconnu coupable pour le meurtre de la petite Michel et une nouvelle fois condamné à la perpétuité. Peu après sa condamnation, il demande aux policiers s'il était possible de leur montrer où est-ce qu'il avait caché le corps et, pour sortir, il voulait se travestir en femme. Ils lui ont donc donné une perruque et des vêtements féminins. Pour lui, le seul tueur dans l'histoire est sa facette féminine. C'est une double personnalité qu'il transforme en monstre parfois. Il retrouve le corps sans vie de la petite Michel dans une tombe à environ 20 km de la maison.
C'est ainsi que finit l'histoire tragique de la petite Michelle d'Or. C'est la fin de cette vidéo et avant que vous partiez, j'aimerais juste vous refaire un petit disclaimer en vous disant que ce ne sont pas des histoires à banaliser. Cette affaire a littéralement touché tout un état et a traumatisé la famille de la petite. C'est pour cela que dans cette vidéo, je n'ai justement pas pris le ton youtubeur. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo et que mon travail vous plaît. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous demande de liker et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à très vite. Merci.